Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de réveiller tout le monde après le repas. C'est un sacré challenge qu'on m'a donné. Je suis ici pour vous parler d'observabilité. Et qu'est-ce qui fait de l'observabilité un attribut de nos architectures? Dans quelles conditions on a besoin? Dans quelles conditions on n'a pas besoin? Et surtout, comment adresser cette problématique-là? Je vais partir d'un constat qu'on a depuis ces dernières années chez Octo. On remarque que pour construire une application, nous assemblons de plus en plus de services. Ça me fait penser à un phénomène qui s'est produit il y a quand même quelques années, au début du siècle, pour les machines, la transition du moteur à vapeur au moteur électrique. On a reproduit le même modèle qu'on connaissait. 10 personnes travaillaient autour d'un moteur pour assurer la production. Aujourd'hui, pour une machine, souvent, plutôt pour quelques centaines de machines, on a un technicien de maintenance. Ce que la machine à l'industrie, le service et à l'IT. Qu'est-ce qu'on met derrière un service? Un service, c'est une relation client-fournisseur, définie au travers d'un contrat de service. Rien d'anormal. Ce contrat de service a spécifié des modalités d'exposition. Dans ces modalités d'exposition, on retrouve des choses assez sensées. Protocole d'échange, ressources, opérations, mais aussi des attributs qui sont non fonctionnels. Testabilité, usabilité. Et dans certains cas, la manière d'observer et de comprendre ce que fait ce service. Des choses souvent qu'on rattache au monitoring. Le fait de savoir si mon service fonctionne ou ne fonctionne pas. Dernière chose qu'on va retrouver dans ce contrat de service, c'est des prérequis que le client doit fournir. Le premier prérequis auquel on pense, c'est qu'il faut payer. Les services sont rarement gratuits. Et voilà, donc on a ce modèle-là, et on va se poser la question, ce modèle, on voit qu'on agrandit de plus en plus, on a de plus en plus de services. Comment adresser cette complexité qui va se créer? Pose de passer par 3 étapes. D'abord, se poser une question. Plutôt, on va apporter une réponse. Qu'est-ce qui fait que la croissance du nombre de services est un mouvement de fond et pas juste un effet de mode? Quels sont les facteurs qui contribuent à ça? Deuxième étape, spécifier si l'observabilité est un critère non quantifiable comme la performance ou l'usabilité. Quels sont les critères qu'on peut utiliser pour le définir? Je vais vous en proposer 4. Et enfin, étudier 4 approches technologiques au travers de 3 architectures de référence qu'on a mis en place chez Octo, qui répondent à ces besoins-là. Donc, pourquoi, quoi et comment? Je m'appelle Fabien Arcelier, je suis architecte technique chez Octo Technologies, j'appartiens à une tribu qui s'appelle Archi. Notre travail, c'est de collaborer avec des équipes, décideurs, métiers, développement, opérations, pour construire des architectures évolutives dans un contexte d'itération relativement courte. Je viens vous parler d'observabilité aujourd'hui, et je vais commencer par expliquer pourquoi est-ce que l'augmentation de nos services est un mouvement de fond. Et est-ce que c'est le cas chez vous ou pas? Comment reconnaître les signes? J'ai parlé de 3 facteurs. Le packaging moderne, qui concerne plus le développement, les processus multicanaux, qui correspondent plus à ce que manipule le métier, et le cloud, qui bouleverse la manière dont fonctionnent les opérations. Le packaging moderne, pour moi, est caractérisé par 2 technologies. La gestion de dépendance, la conteneurisation. La gestion de dépendance, vous avez souvent entendu parler sous le nom de Maven, Gradle pour Java, NPM pour Node ou Pip pour Python, permet de standardiser la manière dont on construit un socle applicatif ou un service. Ce qu'on remarque, en tout cas chez Octo, ce que j'ai remarqué au cours des 4 dernières années, c'est que tous les projets qu'on a démarrés sur un runtime sont venus avec un mécanisme de gestion de dépendance. Cette standardisation va créer des blueprints qui sont adaptés à l'intégration continue. L'intégration continue, c'est la première étape, fabriquer un artefact. Cet artefact, pendant très longtemps, ça a été un tar-gz, ça a été quelque chose qu'on va balader, qu'on va partager. Peut-être que chez vous, c'est encore des fichiers qu'on va déposer sur un FTP pour un serveur PHP. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans à peu près 60% de nos projets chez Octo cette année, c'est relativement récent, l'artefact qu'on manipule, c'est un conteneur, une image de conteneur.
une image autoportante qu'on peut transférer. Donc là, on est dans l'intégration continue, dans le déploiement continu. Ce que ça fait côté de l'équipe de dev, c'est que ça devient extrêmement facile de créer un service, et surtout, on va pouvoir maîtriser la complexité du code. Donc autant en profiter, autant en créer plusieurs. Donc côté de développement, on a cette incentive. Parlons maintenant un peu de processus multicanaux. Deux aspects, parcours consistant, je vais en parler de ce que ça veut dire derrière, et parcours fluide. Parcours consistant, ce qu'on veut, c'est que nos produits soient adressables, quel que soit le canal que je consomme, et inversement, que quel que soit le canal où j'arrive, j'ai accès au produit. Produit étant une assurance, par exemple. Que j'aille la commander sur mon mobile, en guichet d'agence ou sur un site internet, je m'attends à la fin à avoir la même assurance, à traverser le même process, avec quelques adaptations dues au canal que j'adresse. Le fait d'avoir d'authentification unifiée, le fait d'avoir des référentiels partagés, par exemple, plateforme de streaming que peut-être tout le monde utilise, que je ne citerai pas de nom. Vous attendez que vous soyez sur votre Smart TV, sur votre téléphone, à avoir le même catalogue de films. Et ça oblige le métier à raisonner en termes de services qu'on va réutiliser différemment, et surtout de services autonomes. Les parcours fluides, c'est la capacité à interrompre son action et la reprendre sur un canal différent, ce qu'on appelle... pardon, je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Au final, pour les métiers, c'est donc facile de créer un service parce que ça permet de mutualiser les comportements. Ils vont être demandeurs. Si vous leur demandez d'adresser plusieurs canaux, ils vont être demandeurs pour pouvoir mutualiser ces comportements et assurer une certaine forme de consistance. En tout cas, si vous faites la pédagogie qui va avec. En plus, pour eux, ça devient parfois un produit autonome sur lequel ils peuvent gérer une roadmap indépendamment. Donc plus facilement déléguer une nouvelle équipe quand on crée par exemple des feature teams. Donc ça construit un modèle d'organisation sur lequel des décideurs ou des métiers arrivent progressivement à transiter. Dernier facteur, le cloud. Le cloud, quand on est sur une infrastructure cloud, en tant qu'équipe, quand on bénéficie d'un fournisseur cloud plus particulièrement, le coût d'activation d'une ressource est proche de zéro. C'est-à-dire que je peux provisionner une VM, un espace de stockage, sans intervention manuelle de mon fournisseur. Alors, si vous êtes sur AWS et que vous devez faire un ticket pour ouvrir un cluster au niveau d'une équipe de développement, je suis désolé, vous ne faites pas du cloud. La réalité, par contre, si vous êtes sur une plateforme privée type Kubernetes, peut-être certains ont attaqué cette modernité-là, vous avez la chance qu'une équipe, que votre gestionnaire de plateforme ou de socle, vous mette à disposition un namespace sur lequel vous serez autonome et vous pourrez créer vous-même les ressources dont vous avez besoin. Volume, conteneur et runtime à votre besoin. En plus, le cloud vient avec directement des ressources virtuellement limitées, ce qui encourage le test and learn. Je peux plus facilement essayer mes hypothèses, valider, revenir en arrière, puisque je n'ai pas besoin de provisionner de matériel. Ça raccourcit vachement les temps de mise à disposition. Au final, pour les opérations, ça devient facile de créer un service sur le cloud. En plus, ça permet de doser un workload et de le rendre plus résilient, puisque des mécanismes type d'autoscalabilité, d'autoscaling viennent souvent avec. Ça permet de tenir mieux les charges et ça permet également de gérer la défaillance. Ce qu'on voit, c'est qu'on a les trois facteurs d'une équipe, dev, métier, ops, qui ont la même incentive de créer plus de services. Si dans votre entreprise, vous retrouvez avec au moins deux de ces facteurs, parce qu'il est possible que vous n'ayez pas de cross-canal, il est possible que vous n'ayez pas de cloud, il est possible que vous n'ayez pas de packaging moderne. Enfin, ça, c'est l'espace qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais ça arrive quand on travaille dans cet environnement de ne pas l'avoir. Si au moins deux de ces éléments, vous avez une grande chance de voir le nombre de services augmenter dans votre écosystème. Donc de voir émerger ce qu'on appelle les architectures microservices. Et là, c'est là où ça pose un problème. Parce qu'effectivement, l'explosion de nos services complique la perception que je me fais, ou que le métier, que les opérations, que les équipes de développement vont se faire du système d'information.
Qui dit une perception compliquée dit plus d'efforts, plus de concertation pour communiquer. Comme l'a dit Wassel tout à l'heure, il a parlé de créer un modèle mental commun. Ça a demandé beaucoup d'efforts, puisqu'on a des éléments de plus en plus autonomes qui communiquent énormément. En plus, modifier le système et le corriger, ça devient aussi douloureux. C'est un problème qu'on a adressé d'un point de vue architecture, et le domaine sur lequel on rassemble, d'un point de vue chapeau, ces besoins-là, c'est l'observabilité. Et la définition qu'on donne d'observabilité chez Octo, c'est la capacité d'un système à être appréhendé par l'homme afin qu'il puisse le comprendre, le modifier et le corriger. L'observabilité, c'est donc un attribut d'une architecture distribuée. Si vous n'êtes pas dans une architecture distribuée, souvent, ça peut être adressé par d'autres moyens. Un exemple étant le plan de tagage sur les sites Internet pour que vos métiers aient une vue de ce qui se passe en réalité. Le problème, c'est que quand vous avez des services mutualisés de plus en plus nombreux avec des opérations métiers très précises, ce système ne tient plus, puisque vous n'avez pas un seul point unique sur lequel vous pouvez faire votre mesure. Donc il faut commencer à raisonner par service. Comme on le fait sur la performance, l'usabilité, la sécurité, la testabilité, et ainsi de suite. Chaque service va venir, et on va travailler donc sur cette notion d'observabilité pour permettre quatre choses, pour enclencher un cercle vertueux. Une meilleure instrumentation, donc observabilité, va impliquer pour les différents acteurs une meilleure visibilité, qui va donner une meilleure compréhension, donc de meilleurs systèmes, et ainsi de suite. Mais sur quels critères raisonner pour parler d'observabilité? Parce que c'est gentil de parler de testabilité, performance, mais il faut poser des critères. C'est quelque chose qui est non quantifiable. Je ne peux pas dire mon système est observable, je ne peux pas dire mon système n'est pas observable. C'est pour ça qu'on parle d'attributs. Les attributs sur lesquels on peut en raisonner, je vais vous en donner 4. L'auditabilité du service, pouvoir retracer l'histoire de ce qui se passe dans le service, pouvoir remonter le passé et comprendre ce qui s'est passé. La télémétrie, permet de comprendre l'usage. Et ensuite, 2 qui sont moins évidents. La notification, être capable de notifier en cas de comportement anormal ou non voulu, que ce soit d'un point de vue métier, opération ou développement. Et enfin, souvent le dernier, qui est souvent l'oublié, qui est l'accessibilité à ces informations. On se retrouve trop souvent dans l'entreprise avec des informations qui ne sont pas partagées au même niveau entre les différentes équipes. Le métier a ses indicateurs, ses KPI, les développeurs ont les leurs, les opérations ont les leurs, et aucun ne parle le même vocabulaire. Voilà où est notre rôle en termes d'architecte, d'aller travailler avec ces populations pour poser les indicateurs qui permettent à ces 3 populations de raisonner ensemble, et également aux décideurs. On a vu le quoi, on a vu pourquoi s'intéresser à l'observabilité. Pose maintenant de s'intéresser à 4 approches technologiques pour adresser ces objectifs d'observabilité. D'abord, on va s'attarder sur le log management. On parlera ensuite de l'exception management ou de l'error tracking. On parlera des endpoint monitoring. Et je parlerai un peu de tracing distribué. Il y a d'autres approches complémentaires qu'on peut utiliser. Mesure du uptime, communication d'incidents dynamiques, profiling applicatif, health check. Tous ces éléments-là sont aussi applicables. Malheureusement, la conf ne fait pas 2 heures. Donc, intéressons-nous à 4 d'entre eux. On va commencer par le log management. Log management consiste à centraliser en un point l'ensemble des événements qui ont eu lieu dans mon service ou mon système. Ces événements ont plusieurs facettes. Par exemple, sur un access log, je vais trouver un log d'accès. Je vais trouver un code de statut HTTP qui dit si ma requête a réussi ou échoué. Côté serveur, c'est un 500. Côté client, parce que la ressource est indisponible, c'est un 400. Ces attributs-là, je vais pouvoir les filtrer. Je vais pouvoir donc créer des images de logs très précises qui répondent aux questions que je me pose. Le log management, ça ne marche pas que pour les logs techniques.
Alors, pourquoi y aller? Déjà, l'investigation temps réel. Alors, temps réel, c'est-à-dire à peu près, il faut 5 à 10 secondes pour réceptionner un log d'une machine jusqu'à votre espace de log management, votre plateforme analytique, si tout va bien. Je parlerai un peu des biais que vous pourrez rencontrer. On peut utiliser aussi cette approche-là pour construire un outil expert d'intelligence opérationnelle. Par exemple, on a utilisé ce type de technologie pour construire un outil de suivi de marketplace dédié à l'agriculture. Ça permet d'avoir l'activité client, de voir quels sont les profils d'achat, et ainsi de suite. Technologie parfaitement... Et tout ça en temps réel. Et on utilise les mêmes modèles, des modèles d'événements qui sont remontés. Ça permet de faire de l'alerting, pouvoir remonter, notifier sur des choses anormales. Assez utile dans le domaine de la sécurité. Ça permet de faire de l'analyse forensique, côté sécurité. Je ne vous recommande pas d'y aller dans 3 cas. Stocker des logs pour de la longue durée. Les plateformes analytiques ont un coût qui est extrêmement élevé. Quand je parle de plateforme analytique, ça va être du LK, du Splunk, Logmatic. Sur plus de 3 semaines, on a un coût qui est assez prohibitif par rapport à ce qu'on peut trouver sur un stockage froid type Object Storage ou disque. Un facteur qui peut aller de 100 à 1000. Construire un ETL pour du streaming. Non, là, Benoît vous a parlé au début de Spark. Ça marche vachement mieux quand vous avez des traitements complexes à appliquer sur vos événements. Stocker l'ensemble des logs de toute l'entreprise. C'est l'idée de faire un data lake. Je vous recommande de ne pas y aller pour plusieurs raisons. D'abord, ce type de plateforme est extrêmement utile s'il n'y a pas trop de bruit. Le problème, c'est que quand vous mettez tous les logs au même endroit, en fait, le profil usage sur bruit devient très désavantageux. Nos recommandations, donc, c'est limiter la rétention sur la plateforme d'analytics, ça ne vous empêche pas d'avoir un stockage froid en parallèle, à quelques semaines maximum. Encodez vos logs applicatifs quand vous pouvez, dans un format qui n'a pas besoin d'être parsé. Le parsing, c'est fragile. Attention, il y a des mécaniques sur les parties de transport des logs, qu'on appelle le back pressure, qui peuvent jouer contre vous en cas d'incident. J'en vais en parler juste après, en parlant d'un cas d'usage où on a une plateforme de log management, qui est un SI de diffusion d'émissions par satellite, en gros de contenu visuel. On va retrouver des services hébergés sur un host avec un agent de shipping. Cet agent, en fait, va simplement lire les fichiers qui sont sur les machines. Ce qui se passe, c'est que si l'infrastructure API prend du retard, l'agent va dire « OK, c'est bon, je m'arrête sur le fichier et je continuerai plus tard ». Le point, c'est qu'on est arrivé sur un cas où on s'est retrouvé avec 5 heures de retard entre le moment où le log était émis sur la machine et le moment où il était accessible sur la plateforme de log management. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces pointeurs de back pressure, ces réservoirs qui ne sont pas vidés. Donc on se retrouve avec le même problème que sur d'autres systèmes. L'API, souvent, fournit des capacités de parsing de logs pour les logs qui viennent de progiciels, c'est-à-dire qu'ils sont structurés sous forme de textuel, dans lequel les champs ne sont pas identifiés et sur lequel il n'y a pas de label associé. Attention si vous pouvez éviter-les, parce que le parsing, c'est fragile. C'est-à-dire qu'il suffit que votre format de log change un petit peu, pour plein de raisons, un espace en trop, et tout casse. Ce n'est pas fonctionnel. Voilà pour le log management. Je reviendrai après à la fin sur les technologies que vous pouvez appliquer directement, des types de produits. J'ai parlé d'un outil un peu moins connu, qui est extrêmement puissant, qui concerne l'exception management ou l'error tracking. On pourrait se dire c'est la même chose. Pas tout à fait. La différence fondamentale entre le log management qui capture des événements et l'error tracking, l'exception management, c'est une notion de sémantique. C'est-à-dire que votre fournisseur de plateforme d'exception management a défini un métamodèle qui correspond à une exception ou à une erreur. Sur le code applicatif, vous avez branché un SDK qui va capturer l'exception et il la remonte, la transformer dans son format pivot et lui affecter souvent un identifiant. La plateforme que vous allez utiliser va donc automatiquement agréger ces erreurs par identifiant et pouvoir lever des alertes intelligentes au moment où de nouvelles exceptions apparaissent. Et en plus, elle va pouvoir les corréler à quelque chose qui casse absolument tous les logiciels, le déploiement. C'est rare qu'un logiciel se casse tout seul. Plus souvent, c'est un développeur qui déploie quelque chose. Moi, le premier. Et donc, ce qu'on vous recommande sur ce type d'approche, c'est d'utiliser pour monitorer du code applicatif
Et surtout, ça fluidifie énormément la collaboration dev-opération. Pourquoi? Parce que la notification de nouvelle exception est directement remontée avec toutes les informations, sans que les opérations aient besoin elles-mêmes d'aller chercher dans les logs, d'aller explorer, et ainsi de suite, et ça permet une correction pratiquement immédiate dans certains cas. L'utiliser pour avoir des patterns d'alerte intelligents, il faut dire IA si vous voulez, sur vos exceptions, qui sont fournis par un fournisseur. Alors, ne pas y aller pour corréler vos événements ou utiliser en termes de plateforme de log management ou de plateforme d'intelligence opérationnelle. Les mécanismes de navigation qui sont côté restitution, donc dans le cas de Sentry, sur l'interface web, sont complètement inadaptés à ce type d'exploration. Donc là, plutôt utiliser du log management. Nos recommandations, c'est abuser de ces approches sur tous les environnements. C'est un coût qui est négligeable sur les plateformes de développement, staging, pré-production. Le coût sur les plateformes de production peut être important puisque vous pouvez avoir des avalanches d'événements. Ça arrive, mais le plus souvent, c'est en amont qu'on en a besoin, sur toutes les chaînes de déploiement continuous delivery. Et traquez vos déploiements, parce que c'est une information importante. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et il faut le faire, parce que de cette manière-là, vous avez directement la corrélation entre l'erreur qui se produit et le code qui l'a produit, c'est-à-dire le champ chat que vous trouvez dans votre repo Git, qui a produit la levée de cette exception. C'est presque naturel sur ce type de plateforme. Un exemple où on l'a mis en place pour un site sportif. Pardon, il faut que je fasse attention, la personne est dans la salle. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Une vitrine d'un grand événement sportif qui accueille 10 millions de visiteurs uniques sur quelques semaines. Ça peut être plein de choses. On le retrouve donc plusieurs services. Le BFF étant une API, la SPA étant l'application web, puisqu'effectivement, on peut utiliser ce type d'approche dans le navigateur. La partie ISO, c'est un petit module qui va faire de la restitution côté serveur pour les moteurs de recherche, donc des applications isomorphiques. On va voir ce SDK branché sur chacun de ces éléments. En cas d'exception, elle va être transformée par le format pivot au SDK et envoyée sur une API du service, qui peut être hébergée, dans notre cas, c'est du SaaS. On va retrouver automatiquement cette exception agrégée par famille et une issue ouverte pour chacune d'entre elles. Et chose assez intéressante, c'est que si c'est une nouvelle exception, une notification va être émise. Dans notre cas, Slack, ça pourrait être autre chose. Et on reçoit sur un canal dédié l'arrivée de l'exception qu'on peut étudier, voir quel a été le déclencheur, est-ce que c'est un déploiement, et ainsi de suite. Voilà pour l'exception management. Vous retrouvez aussi dans la littérature plus d'informations sur le nom d'error tracking. Je propose de parler des endpoints télémétrie, qui sont une évolution qui a été abondamment décrite dans l'ouvrage Service Reliability Engineer de Google, qui est implémenté par plutôt le format standard qu'on trouve aujourd'hui, c'est un format proposé par Prometheus, qui consiste à avoir un instantané sous la forme de page Internet, un slash métrique, une page, sur lequel on va retrouver un état du système, un instantané du système, avec un nom métrique, des labels et des valeurs. Pourquoi c'est assez puissant? Donc nous, on considère que c'est assez puissant pour monitorer des ressources d'infrastructure, très efficient pour ça, monitorer des middleware et monitorer des métriques d'activité. En gros, l'avantage de ce modèle-là, c'est que ça devient extrêmement facile pour un développeur ou pour quelqu'un d'aller publier des nouvelles métriques. Donc on a toujours cet instantané visible. C'est au niveau du scrapping qu'on va décider lesquels on récupère. Alors, ne pas y aller pour exposer des métriques avec une cardinalité non contrôlée, par exemple une métrique par URL appelée. Pourquoi? Parce que côté back-end, vous allez créer en fait ce qui correspond à une métrique, c'est le couple, ou plutôt l'ensemble, nom de métrique et l'ensemble des labels associés avec la valeur qui va vous donner une métrique. Si vous avez effectivement 300 URL et on va dire 200 user agents, vous vous trouvez avec 200 fois 200, aidez-moi, 40 000. 40 000 métriques, juste pour une métrique
techniques, par exemple, votre latence. Donc faire attention aux cardinalités que vous mettez. Ne pas y aller pour collecter des informations non numériques. Alors, on voit un exemple ici. On va récupérer des informations sur l'état du runtime Python. Alors, on s'en sort en mettant un 1 au bout. C'est un peu bizarre comme manière de faire. Parfois, on n'a pas le choix. Mais évitez de trop en abuser. Collecter des métriques qui sont calculées lors de la requête. Ça arrive, on a eu le cas avec l'exporteur de Cassandra, qui va calculer les métriques à la requête et qui fait qu'on a été obligé de ralentir le scrapping. Donc on a une visibilité du système qui est ralentie. Le cas où on l'a utilisé, c'est sur un logiciel de transformation comptable. On va voir un exporteur par type d'entrée. Donc on avait des technos type Cassandra. Oula, c'est vraiment pas pratique ce pointeur. Désolé. Une techno type Cassandra, vous suivez mon doigt. Un exporteur, Cassandra exporteur qui va exporter les métriques, celui que je vous ai dit qui justement ralentissait un peu. Un host avec branché dessus Node exporteur. Pour ceux qui connaissent CollectD, vous retrouvez à peu près les mêmes métriques dessus. Sur les applicatifs, j'en ai mis un qu'on appelle la compensation. On va retrouver un exporteur qui est basé sur JMX. Et on a un cas particulier, c'est la technologie ActiveMQ, qui venait avec comme standard l'exportation des métriques sous forme d'API Endpoint REST dans un format qui s'appelle Joloka. Pour éviter de faire cette conversion, on a utilisé un outil sur étagère qui s'appelle Telegraph, qui a réexposé ces métriques-là en Endpoint Prometheus. On a un scrapper qui va venir pouler ces métriques de manière régulière. Les intégrer dans une base de données time series, dans notre cas Prometheus, il y en a d'autres, on en parlera un peu après. On a une console qui permet de les regarder, de voir un peu ce qui se passe dans notre système, avoir une visibilité sur les performances. Les performances sur ce projet étaient extrêmement importantes, on va intégrer des milliards de lignes à chaque traitement. Et on avait une partie Alert Manager, qui est aussi un composant de Prometheus, qui va pouvoir lever des alertes sur ces métriques. Et les alertes en tout genre n'étant pas forcément des alertes que sur des données techniques. Ça peut être aussi sur des activités métiers, par exemple relatives au nombre de transformations en cours. Toujours garder en tête, l'observabilité doit permettre de mieux comprendre le système qui est observé. Le tracing distribué, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. En vrai, ça existe depuis longtemps. On le retrouve sur des APM plutôt classiques, vous avez peut-être chez vous, New Relic, AppDynamics, Dynatrace. Ça permet d'avoir une visibilité, une cartographie temps réel d'une requête, pardon, pas temps réel, d'avoir un instantané visible du cycle de vie d'une requête dans l'ensemble de mon système d'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des dernières années, il y a un standard d'API qui a émergé, qui s'appelle Open Tracing, qui structure ça autour de solutions open source. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la propriété de Progiciel. Un exemple que vous pouvez utiliser, alors j'ai pas, pour le coup, là c'est la limite qu'on a, que je ne peux pas vous donner d'architecture de référence, parce que j'en ai pas. J'ai que des POC. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous dire, je peux vous illustrer le turfu. C'est malheureusement pas le cas. Par contre, on sait que par rapport à ce qu'on a vu sur des logiciels type AppDynamics, par exemple, on sait que ça marche assez bien pour diagnostiquer et prendre une performance sur une requête, à condition de ne pas trop sampler. D'identifier des défaillances cross-service, en gros, identifier dans l'ensemble de la chaîne qu'est-ce qui a mal fonctionné. C'est pas, en tout cas, la partie Open Tracing n'est pas du tout adaptée à l'instrumentation middleware, puisque en fait, la propagation du contexte de la trace dépend de l'agent, et l'agent va le faire aujourd'hui principalement sur du HTTP. Par exemple, vous mettez du Kafka au milieu, il y a des implémentations, mais vu que sur du Kafka, on est sur une enveloppe binaire, ça va être assez intrusif. Ce qui est intéressant, c'est que dans chacun le protocole Open Tracing, enfin le standard API, pardon, Open Tracing, sur un span, donc un trait de ce type-là, je vais pouvoir y associer des métadonnées, notamment des logs, voire des infos relatives à la requête SQL qui est jouée, voire des infos relatives à tout simplement les événements qui ont eu lieu pendant cette trace. Donc ça me fournit un protocole de consolidation qui est assez consistant. Maintenant, on a parlé des approches. Quelle technologie on peut utiliser pour concrétiser cette approche dans son SI? Alors sur le log management, ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est les stacks élastiques en open source.
Kubernetes ou les stacks type OpenShift, donc cloud ou plateforme, viennent souvent avec FluentD comme agent de shipping pour faire de l'Elasticsearch. On voit aussi régulièrement du Splunk. J'aurais pu rajouter Logmatic, mais Logmatic n'est plus supporté, il a été racheté par Datadog. Et à ma connaissance, ce support est arrêté. Ça va sûrement probablement être réintégré chez Datadog. L'error tracking, celui qu'on utilise régulièrement sur au moins 3 projets, c'est Sentry, qui a une implémentation à la fois SaaS et open source. L'endpoint télémétrie, Prometheus, Influidata et Datadog. Sur le tracing distribué, celui pour lequel vous pouvez jouer, si vous avez envie d'expérimenter, c'est Jaeger. À démarrer, c'est assez simple, vous avez besoin d'une image Docker, et il y a plein d'exemples sur Internet. Vous pouvez voir, c'est assez performant. J'ai oublié de vous dire aussi que ça vous crée une cartographie dynamique des dépendances entre services. En gros, vous pouvez avoir tel service dépend de tel service en recomposant les traces. Zipkin, en non open source, vous avez Datadog et Instana, qui sont aussi compatibles avec le standard OpenTracing. OpenTracing est un standard API comme Log4j, avec la possibilité qu'effectivement, pour pouvoir communiquer entre 2 services, vous devez utiliser le même agent. Donc Jaeger de tous les côtés. Si vous avez utilisé Jaeger, vous avez utilisé Jaeger partout. Si vous avez Instana, vous avez utilisé Instana partout. Le takeaway. Donc on a traversé ce talk en parlant de pourquoi faire de l'observabilité. Quand mon nombre de services augmente, mon nombre de services augmentera si mes développeurs utilisent un packaging moderne, si mes métiers réfléchissent en cross-canal, si mes opérations vont fonctionner sur du cloud et pas par ticket. Ou pas par data center. Pardon, je raconte n'importe quoi. Mes excuses. Donc, l'observabilité est un attribut d'architecture nécessaire sur des architectures distribuées. Vous ne pourrez pas en faire l'impasse en tant qu'architecte. C'est un outil de travail comme la testabilité, comme l'usabilité. Par contre, il faudra y mettre des choses derrière. Ces choses, Bertrand vous en parle un peu ce matin, il y a quelques métriques qui existent, il y a des standards. Mais il y a aussi des KPI métiers qui sont spécifiques à votre métier, c'est ceux-là qui vont caractériser votre observabilité. L'observabilité, ce n'est pas juste dire mon service fonctionne, c'est dire mon service fonctionne et rend le service qu'il est voué à rendre. Ce n'est pas juste dire mon CPU il est bas. Ça, c'est du monitoring. La construction d'un service observable ne se fait pas en une fois. Ce n'est pas je vais dire mon service, je vais le rendre observable. Ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Comme j'ai dit, vous ne pouvez pas dire votre service n'est pas observable, comme vous ne pouvez pas dire votre service est observable. Non, c'est un attribut sur lequel il va falloir passer un trade-off. De plus, c'est rare que sur ce genre d'outils, on parte de zéro. Les plateformes de monitoring, les plateformes de log management, on en a souvent. Vous pouvez capitaliser dessus. Pas parce que la liste des outils que vous montrez sont des outils modernes que vous pouvez faire ça avec des outils plus anciens. Nagios et ainsi de suite. Il y a quelques éléments que vous pouvez adresser. Chercher le meilleur outil pour l'observabilité, c'est comme chercher la meilleure voiture pour à la fois labourer un champ et faire du circuit. Je suis sûr que quelqu'un vous la vendra. Il n'y a pas de doute. Par contre, je pense que vous vous ferez laminer sur du circuit et vous aurez un coût qui va exploser pour labourer vos champs. Merci beaucoup.